Aujourd'hui, on va visiter Dominique Lamontagne, artisan fermier et auteur de plusieurs livres dont je vous ai déjà parlé. Dans cette première vidéo, nous allons voir et discuter du déplacement des poulets avec les enclos mobiles sur une petite surface. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'abattage du poulet de A à Z. Alors, bienvenue à la ferme Impossible, Léandre. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Là, j'ai une allergie. Je suis allergique à l'herbe à poux. Puis, c'est pour ça que j'ai une superbe voix, full congestionnée. Donc, on va faire le train-train quotidien, là, donc le déplacement des cages mobiles à volaille. Donc, c'est comme ça qu'on élève les poulets qu'on va tantôt abattre, qui est l'intérêt principal. On va voir le processus, dans le fond, quasiment du début, si on veut, jusqu'à la fin. Là. Absolument, c'est exact. Donc, nous, ça part, on a des poules pondeuses qui vivent avec des coques. Donc, les poulets, les œufs que ces poules-là pondent, on les fait incuber au printemps. Et puis, on en obtient des poussins. Ces poussins-là, on les élève d'abord dans une éleveuse qui est faite avec un grand réservoir vrac coupé en deux. Un IBC de 1000 litres. C'est ça, un 1000 litres avec des lampes chauffantes, le Hingbird, le fameux thermostat là, qui gère la température. Et puis, donc, il reste là, je te dirais, une vingtaine de jours. Après ça, il y a une étape intermédiaire, une espèce de petit parquet d'engraissement quand il fait vraiment pas beau, trop froid pour sortir dehors. Mais sinon, ils vont sortir à 21 jours parce qu'ils peuvent endurer des températures de 0 degré Celsius rendues à cet âge-là. Les poulets qu'on va abattre tantôt sont nés ici. Et puis, moi, c'est ce que je propose aux gens de faire, c'est-à-dire de travailler le plus possible en vase clos. Donc, gérer sa propre incubation, générer son propre cheptel à chaque année et puis régénérer ses troupeaux, les nouvelles poules. Bon, à l'occasion, rentrer des coques de l'extérieur pour que le bassin génétique soit minimalement varié, pas trop consanguin. En même temps, pour les animaux, il y a des écoles de pensée qui sont très pro-consanguinité. Il y en a bon. Alors moi, ce que j'aime, c'est d'avoir vraiment beaucoup de métissage. J'aime les volailles bigarrées, là, point de vue look. Et puis, je trouve que d'avoir des volailles au sang mêlé, comme ils disent dans Harry Potter, ça donne des troupeaux beaucoup plus, non seulement dociles, mais aussi, tu sais, quand le taux de ponte drop, il baisse pas drastiquement parce que tu as différentes poules de différentes races. Puis au niveau de la chair, j'ai des poulets qui grossissent plus vite, d'autres plus lentement. Donc, vu que moi, que j'abats à mesure que mes volailles atteignent la taille idéale, puis c'est le fun aussi dans le congélateur d'avoir des coquelets, des espèces de petits poulets un peu plus c'est quoi le terme des petits poulets encore? Cornouailles. Ouais. Puis après ça, des plus gros. Mais c'est le fun d'avoir une variété de tailles. Tu sais, des fois, on est 2, on est 4, on est 10. Donc, à manger. Alors, j'aime ça, moi, avoir une variété de poules. Puis j'ai l'impression que, le poulet de volaille, j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles on a très peu d'expérience avec la maladie, c'est que, bon, d'abord, on a peu la densité de nos troupeaux est extrêmement faible. Ils sont dehors tout le temps. Donc, le soleil, le vent, moi, je crois à ça. Sans rentrer dans l'ésotérisme et la biodynamie, je crois à l'apport utile du vent, du soleil, de l'eau, puis du pâturage pour justement permettre aux animaux, à quelque part, de s'auto-médicamenter s'ils ont besoin de quelque chose. Un lieu sain, ça aide. C'est ça. Comme ils disent, un lieu sain avec des animaux sains, ça a de l'allure. Alors, la première étape, en général, le pâturage il est suffisamment grand pour qu'on ne revienne pas au même endroit avant environ 3 semaines. Donc, l'herbe a le temps de pousser. Je ne tombe pas. Quand il y a beaucoup d'herbe, des fois, je vais amener les chèvres au pâturage, puis ils vont manger les endroits. Mais les chèvres, c'est vraiment... ça fait ce que ça veut. Là. Donc, des fois, ils vont aimer mieux aller à l'orée du bois manger des arbrisseaux ou des arbustes qu'une grosse bouchée d'herbe archi-luxuriante, archi-riche, puis cochonne. Fait que des fois, c'est à ne rien comprendre. Mais des fois, ils se garochent. Puis là, tu entends le bruit qui est de la musique à l'oreille du berger, qui est crunch, cling, cling, crunch, cling, 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 crunch, au lieu de qui est des fois leur espèce, il y a trop de mouches, ça leur tente pas. Tout ça pour dire que l'herbe est très haute. Donc moi, avant de déplacer la cage, je vais toujours passer un petit coup de débroussailleuse, mieux connu sous le nom de Weed Eater. Et puis moi, à lame? J'ai le modèle à lame, Ouais. parce que moi, le fil, là, on oublie ça.
Ça C'est m'énerve. chiant, hein? C'est chiant à mort, ça marche pas. Là, je sais pas ce qui va arriver au micro. Ça a bien passé. Alors attention, là, c'est ça, le chien adore ce moment où on déplace les poulets. Comme vous pouvez voir, il fait le tour en malade mental, mais ça fait partie de sa nature. Donc quand on fait ça, l'herbe est beaucoup plus facile à aller chercher pour les poulets. Donc, c'est plus facile à manger. Puis au niveau de la litière, bien, ça fait que l'herbe ne fera pas une grande surface. Elle va pas se coucher, elle va moins Exact, se coucher, c'est ça. C'est le fameux Parce couchage. que tu fais juste comme couper une certaine hauteur, tu n'as pas besoin d'aller hyper bas. Tu fais juste comme couper les herbes qui sont un peu trop longues en surface. Puis ici, c'était moins nécessaire que ce qu'on va voir de l'autre côté. Puis ce que j'ai commencé à faire, qui est une nouveauté un peu pour moi cette année, c'est que je laisse le diable en place, puis la lisière qui est entre le diable et la cage, j'y touche pas. Okay. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on a une espèce de quadrillé de micro-haies. Je ne parlerai pas de haies brise-vent, c'est pas ça l'idée. Ce qui arrive par contre, c'est que s'il y a du trèfle, des graminées là-dedans, je leur laisse le temps d'arriver à maturité, puis donc de déposer une variété de semences sur le terrain. Puis aussi, ça fait une espèce de réseau de sentiers où tu peux marcher sans piler dans la marbre. Avec la quantité de volailles qu'on a, la fréquence de déplacement, la température, c'est pas un marais, c'est pas un merdier. C'est juste que, mettons que tu es en gogoune ou tu es nu-pied, bien, il y a une espèce de réseau d'herbes hautes. Puis, ça me permet aussi de voir un peu là, le quadrillé que j'utilise. Puis, j'aime le fait que je laisse une bande monter justement à maturité. Ouais. Puis, dans le fond, ici, ça va être une bande. C'est comme une banque de semences qui va se disséminer. Exact. Okay. Parce que si tu laisses rien, parce que moi, la jachère, j'ai de la misère avec le principe. Tu sais, les rotations, déjà, oui, on peut s'essayer, mais la jachère sur un terrain de petite taille, tu sais, moi, mon pâturage, j'en ai besoin chaque année. Oui, ton pâturage, il fait combien en termes de surface environ? La surface que tu utilises? On le voit pas mal ici. Là. C'est sûr qu'il va tout autour de la maison. Les poules vont profiter de la section qui est plus à l'ouest. Là, on est à l'est. Okay. Hein, le soleil se lève à l'est. Je te dirais que on n'a pas un acre. Là. J'ai toujours dit que le pâturage sur lequel on élevait une centaine de poulets puis une trentaine de poules, c'était l'acre qui était défriché autour de la maison là, depuis pas mal le début qu'on est ici. Là. Okay. Puis ça fonctionne. Je déplace ça tous les jours, une fois par jour. Aux 24 heures. Aux 24 heures, il y a une trentaine de poulets par cage de 2,66 mètres par 2,66 mètres, c'est-à-dire 8 pieds par 8 pieds, avec 64 pieds carrés ou je sais pas quoi en mètres carrés. Il faut la conversion sur Google. Déjà, j'ai dit 2,66 mètres de côté. Là. Oh, oui, ça vous parle. Fait que là, je vais faire l'autre. Bon, ici, on voit là, que ça commence à être haut. Là. Ouais. Ça, c'est trop haut pour le poulet. Alors voilà. Ça, c'est la passe qui réveille les pauvres ados le matin. Et puis là, on déplace. Alors, j'ai toujours tendance à couper. Là, on a 3 cages, là, on en fait 2. J'ai toujours tendance à couper, déplacer, puis après m'occuper de mangeoires à abreuvoir. Comme ça, au moins, je les mets sur de l'herbe fraîche. Oui, puis ils sont moins pleines aussi, tes abreuvoirs, habituellement, si tu es rempli après. Oui, en fait, je parle de nettoyer plus l'abreuvoir dedans. Les chaudières, j'ai pas besoin de les remplir si souvent. C'est je dirais aux 4-5 jours. Là. Et non, contrairement à ce que je pensais moi-même avant de m'embarquer là-dedans il y a 10-15 ans, ce n'est pas la pluie qui remplit les chaudières. Je pensais qu'une des raisons pour lesquelles je mettais des chaudières en l'air, c'était la pluie. Hey, la pluie, elle tombe pas là-dedans, il faudrait un entonnoir monstre. C'est juste que c'est très, très pratique, parce que c'est très rapide, remplir ton abreuvoir quand tu as juste une chaudière ouverte à remplir. Contrairement aux abreuvoirs, il faut rentrer, sortir. Ouais. L'efficacité, réduire le nombre de pas, de gestes, c'est l'objectif ultime. Donc,
Ça, c'est le diable à 4 roues, dont le plan est dans l'artisan fermier, que je trouve finalement qui résiste au test du temps. C'est-à-dire que les proportions sont vraiment bonnes. Ça te donne vraiment un bon mouvement de levier. Ça te permet de rentrer loin dans la cage, comme ça. Puis ce qui est le fun aussi avec ce modèle-là, c'est quand tu veux tourner, tu es capable de sortir une des deux pattes, puis c'est comme ça que tu vas arriver à faire un certain mouvement de rotation à ton... OK. Bon, pas de ce côté-ci, c'est du côté où tu tires, dans le fond. Donc, le 4 roues, le 4 pattes en arrière, le 2 roues en avant. Quand les oiseaux sont plus petits, des fois, ils vont avoir tendance à vouloir se sauver. Donc là, c'est pour ça que les chiens ont été habitués à faire le tour de la cage en courant pour s'assurer que personne ne sort. Là, il continue, même si c'est moins nécessaire parce qu'il adore ça. Moi, là, je vais embarquer. Ces deux cages-là sont très vieilles. C'est quoi, ton premier modèle, pratiquement? Ou... C'est le premier modèle. C'est même pas celui qui est dans le livre. C'est un petit peu avant. C'est en épinette. Maintenant, je l'ai fait en cèdre. Mais ça t'offre. Fait qu'ils ont quel âge? Oh mon Dieu, je te dirais qu'ils ont au moins 8 ans. Puis encore efficace. Ils sont encore debout. C'est sûr que nous, c'est les chiens, notre antiprédateur. Ouais. Les cages n'ont jamais été construites pour empêcher des ravageurs, des renards ou Oui, des parce que tu es ratons, sur du grillage à poules standard. Là. Exact. Là, des fois, il y a un petit peu d'autres grillages qui embarquent. Là, ils commencent à être un peu frankensteinisés, là, les cages. Mais c'est vraiment le chien, mais pour plusieurs raisons. C'est absolument essentiel d'avoir, je dirais, 2 chiens. Parce que le plus vieux montre au plus jeune. Donc, quand le plus vieux meurt, il y a une succession, le plus jeune est là, puis il montre au prochain. Fait que là, il y a tout le temps un chien qui nous arrive de quelque part. On n'a jamais acheté de chien. C'est des gens qui ne peuvent plus, qui n'en veulent plus, qui ont déménagé en ville. Fait que, puis quand c'est ça, quand ils grandissent avec la volaille, ils sont intéressés par la volaille, mais ils les attaquent pas. Alors, donc on est installé en arrière. Donc, c'est en arrière. Si je voulais m'en aller un peu d'un bord, je pourrais aller comme ça, okay. Puis la cage, elle courberait. Donc, quand les gens me parlent de mettre des skis, des roues sur les cages, je les trouve brillants. Mais il ne faut pas oublier que ça va aller juste en ligne droite. Ça va juste en ligne droite. Fait que là, moi, si je veux, ici, là, comme tu peux voir, il faut que j'aille dans tout bord, tout côté, en tout temps pour exploiter toute la surface. Alors, je préfère, moi, avoir une certaine mobilité, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on déplace tranquillement. Comme tu peux voir, le côté fermé est vers moi. C'est ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace, surtout quand ils sont petits, pour pas qu'ils aillent se pogner les pattes du côté qui avance. Si on était de l'autre côté, c'est sombre du côté fermé. Quand les poulets sont de ce côté-là, ils voient moins le mur arriver vers eux. Okay. Alors que quand on le déplace côté fermé vers nous, les poulets voient derrière eux le paysage qui change. C'est ça. Fait que c'est plus facile, je trouve. Puis quand on fait des longs déplacements, parce que quand j'arrive au bout, des fois, je vais retourner à l'autre côté. Là, au point de départ, oui, pour pas recommencer. Quand tu fais des longs déplacements, c'est absolument essentiel d'avoir le bout fermé vers toi. Donc, voilà. Là c'est ça. Les plus perspicaces vont dire comment ça? Là, il faut que tu le tournes de bord, rendu l'autre bord, mais ce qui arrive, c'est que lui, il est inversé. Normalement, les petits déplacements, c'est pas grave, c'est le côté opaque qui est de l'autre côté. Là. Mais bon. C'est sûr que je ne me concentre pas beaucoup, là. Fait que, on placote. Alors là, je m'en vais tout le temps voir de l'autre côté. Donc, de l'autre côté aussi, évidemment, il faut laisser sa bande. Ouais. Si on veut le principe de la bande. Donc, on relève doucement, sort un bord, sort l'autre bord, descend. Là, la feuille, très important. On relève un peu, là. Pour oxygéner un peu. C'est ça, ça va remonter plus vite. Ça brise les agrégats de fientes plus tenaces.
Ici, on est sur la section la plus nouvelle du pâturage. Il y avait quelques années des conifères ici. Alors c'est là, il a fallu désacidifier un peu, puis surtout remettre de la matière organique, puis replanter un peu en trèfle, puis en festuc, en pâturin des prés, en mil. Donc c'est là où un passage est toujours plus intense pour le pâturage, mais ça remonte très, très rapidement. Surtout quand il pleut 2 jours sur 3 comme cette année. Ouais, c'est ça. Alors, ici, on a la fameuse abreuvoir qui... merci. Là, j'ai un tien... un tien cache. D'habitude, j'ai mon bâton. Alors, ça, c'est les fameux abreuvoirs Plasson. Ça, c'est un vrai Plasson. Ça, c'est israélien. C'est les meilleurs modèles. Très, très difficile à trouver, malheureusement, à moins que tu envoies un container. Fait que là, tu peux acheter les espèces d'imitations que tu vas trouver chez l'un puis l'autre. Je pense que j'en ai une là-bas qu'on va voir. Mais eux autres, ils sont tellement... Tu sais, quand tu achètes quelque chose qui n'est pas de la merde pour une fois, c'est tellement le fun. Donc, on vide. Puis après ça, à tous les jours, je brosse. Donc, je pense aussi que de l'eau pure, de l'eau propre, c'est quelque chose qui est archi important pour la santé générale du troupeau. Là. Alors voilà, donc le principe du Plasson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que quand l'abreuvoir est vide, il est léger. Puis quand l'abreuvoir est léger, l'eau sort. À mesure que l'eau va se remplir, il va devenir plus pesant. Puis là, quand le poids est au max, l'eau va arrêter de couler. Donc, vous voyez, le débit quand même pas de contact non plus direct entre ton eau puis ta réserve d'eau, si on veut. Entre la bouche du poulet puis... Exact. Ils appellent ça des abreuvoirs automatiques parce que l'eau descend par gravité. Puis il y en a des cloches. Tu sais, la cloche bleue, là, Bluebird, c'est le même principe, mais il faut peut-être de la pression pour que ça fonctionne. Ouais. Ça ici, c'est vraiment par gravité. Alors, ça ici, là, les mamelons comme ça, c'est à éviter absolument. Vous prenez un trou, vous faites un trou dans la chaudière un peu plus petit que le diamètre extérieur du tuyau. Vous coupez le tuyau un peu en biseau, puis vous le rentrez par le trou, puis vous tirez de l'autre bord avec une pince à long nez. C'est comme ça qu'on fixe un tuyau à une chaudière. Les mamelons, bon, ça fonctionne, mais c'est un chiard à rendre étanche. Ouais. Et puis, des fois, là, au printemps, c'est à refaire. Puis là, ici, c'est un trou qui a mal tourné, que j'ai bouché avec un doigt à plumeuse. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que notre eau est propre. Et puis là, on s'en va de l'autre côté. Alors, on voit que la mangeoire ici est bien vide. Woufi! Moi, je vise à peu près 150 grammes par oiseau. Ce qui veut dire que si tu as 30 oiseaux, il faut que tu mettes 4,5 kg. Fait qu'un sac de 25 kg, ça dure 5 jours. Hein? Okay. J'ai développé cette quantité-là surtout à l'époque lointaine et maudite où j'élevais des rosses, qui sont des espèces de manges moulés ambulants. Et puis, si tu donnais plus que ça, il devenait d'une obésité morbide dans des temps absolument records. Là. Comme je l'expliquais, moi, l'abattage, je veux pouvoir le faire progressivement à mesure que les oiseaux atteignent la taille idéale. Alors, la fameuse, comme ils disent en anglais, « our dirty little secret », la moulée. Alors ça, c'est de ça dont on est le moins fier ici, avoir encore à s'appuyer plutôt lourdement sur la moulée pour nourrir la volaille. Chose que je vais essayer je vais amorcer notre sevrage de la moulée l'année prochaine. On a commencé à développer des jardins vivaces de consoude, d'ortie, même de menthe, tout ce qui est vivace puis qui peut être offert à la volaille. Notre arme secrète, notre artillerie lourde, ça va être le lait de chèvre caillé. Donc, souvent, on fait 2 traites par jour avec les chèvres. La traite du matin, qui est la plus abondante, qui est la meilleure pour faire du fromage, pour transformer. Puis la traite du soir, on va faire de manière un peu plus cavalière, plus vite. On l'appelle la traite sale. Cette traite-là, on va généralement la cailler dans un seau,
puis le lendemain, l'offrir aux poules. L'année prochaine, dans mon expérience, je vais essayer de garder mes poulets non seulement en vie, mais en bonne santé puis en expansion avec ortie, consoude, mais lait caillé puis kale. Donc le kale, ça pousse bien. Les ravageurs, en théorie, s'y attaquent pas trop. Puis ça pousse tôt en saison jusqu'à tard en saison. Donc avec tout ça, je pense que... Puis il y a aussi des abats, du gras de chevreau. Quand on abat le chevreau, nous, on a tendance à le dégraisser assez sauvagement pour avoir une chair fine, pas trop goûteuse. Peut-être aussi des fois la chèvre plus vieille ou le bouc d'un an ou deux. Donc, tous les résidus peuvent être donnés à la volaille. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'avec tout ça, on va être capable d'offrir un régime... un usage limité, voire inexistant de moulée. Évidemment, on a du maïs, là, qui serait c'est pas un grand secret que la volaille aime ça, mais le maïs, c'est tellement long. Tu sais, là, il achève, là, on est en quoi, là, 1er septembre, puis il s'en vient. Fait qu'avant de donner du blé d'Inde aux poules, tu sais, c'est comme ils disent, on donne pas de... Tu sais qu'on donne pas aux cochons, on donne pas de choux, on donne pas de... Tu sais l'expression, là? La confiture. On donne pas de confiture aux cochons, on donne pas de maïs aux volailles. Bon, alors, la fameuse moulée... Parce que sinon, oui, il y a manière de s'installer dans différentes dépendances, hein, c'est-à-dire de la drèche, de brasseurs, des surplus du supermarché, le pain de la veille du boulanger. Dans le fond, des déchets un peu d'autrui. Mais c'est ça, je dis pas non à ça, mais en toi puis moi, c'est le scénario. Je ne suis pas survivaliste catastrophe là, dans mon approche, mais il faut toujours que tu essaies de t'installer dans le système le plus autonome possible parce qu'une autonomie parfaite pour certaines choses, pas une autonomie parfaite en tout, mais une autonomie parfaite en certaines choses, ça te donne l'assurance que, par exemple, non seulement en cas de nécessité, mais au jour le jour, ton écosystème, l'équilibre que tu as trouvé là est capable de mener à terme la production de certains aliments sans intrants extérieurs. Fait que c'est écologique plus qu'idéologique. Tu sais, quand tu es idéologique, tu achètes des munitions, de la bouffe sèche, tu te fais un bunker. Puis là, oui, tu peux t'assurer d'une certaine autonomie en cas de problème. Moi, ce que je veux, c'est d'être capable de régénérer ces ressources-là. Donc, puis c'est intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que l'aliment que tu te produis est produit sur place, complètement. Ouais. Donc, la volaille qu'on va éventuellement offrir ici en table champêtre, c'est l'idéal là, d'il y a 10 ans, là, quand j'ai écrit La ferme impossible, j'ai compris que c'était impossible. Produire un pâté au poulet avec les moyens du bord, surtout au niveau législatif, ça va être un poulet dont on va pouvoir dire qui est né à la ferme, qui a été élevé à la ferme, qui a mangé des produits de la ferme, puis qui est abattu à la ferme, puis servi à la ferme. Donc, je dirais que le ruminant est beaucoup plus... On est beaucoup plus près d'une autonomie. Les ruminants, on ne les perdrait pas s'il n'y avait pas la... Je leur donne une poignée de moulets quand je les trais pour leur faire apprécier le moment de la traite. Ouais. C'est pour les gâter. Mais on leur en donne tellement peu. Ils se nourrissent... Uniquement d'ici, oui. Bien, j'achète du foin, là. Sauf que pour moi, acheter du foin, c'est pas la même histoire qu'acheter de la moulée. Parce que le foin, c'est un produit quasi brut. C'est quelqu'un pas loin, puis je me vois produire un foin éventuellement. Je me vois pas produire de moulée. Ouais. C'est trop compliqué. Mais c'est ça, la volaille, c'est omnivore. La volaille, c'est omnivore. Alors, il faut en profiter. C'est pas grainivore. Tu sais, la perdrix là, qui vit dans la forêt, là, elle n'a pas trouvé un stage de moulée à quelque part. C'est que c'est plein de sapinage, hein? Elle mange des cocottes de ci, de ça. Quand tu vois ce que les animaux mangent dans la forêt, tu te dis, ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique, ces animaux-là? C'est qu'ils sont beaucoup plus maigres aussi. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Là. Tu sais, si tu veux du gros poulet gras là, qui dégouline, ben, tu mords dedans, c'est pas juste la cuisson puis la saumure, c'est aussi le fait que c'est des animaux qui n'ont pas été très actifs puis qui sont très gras. Alors, c'est sûr que là, on va avoir affaire à un poulet différent au niveau là, organoleptique, ce qui va avoir de l'air, ce qui va sentir, ce qui va goûter. Mais j'ai bon espoir que ça soit mangeable. Puis plus gros qu'une perdrix. À souhaiter. Tu peux pas. J'ai jamais mangé de dindon sauvage, là, mais je pense que tu peux pas aller plus bas que la perdrix en fait de quantité de viande. Alors,
Alors ici, on est un peu pogné dans le bosquet, mais on a réussi. Donc le diable arrière est installé. Oh, ça, c'est en passant, quand je fais ça le matin, je parle pas de même. Là. Ça va plus vite. Là. Ça doit être plus rapide. C'est plus rapide. Alors, on a-tu notre lisière l'autre bord? Oui. On a un bon pied. Il y a aussi le fait qu'avec cette lisière-là, le diable n'est pas dans le chemin du balai à feuilles ou du débroussailleur quand on part. Fait que ça simplifie toute ta tâche. Dans le fond, c'est juste des avantages. Alors évidemment, le pâturage est nourri essentiellement par ça, la fiente de volaille. C'est de la fiente fraîche, hein? C'est très, très difficile de faire des calculs d'azote avec de la matière organique fraîche. Mais chose certaine, la matière organique augmente d'année en année. Mais c'est quoi cette fiente-là? C'est de la moulée. Fait que c'est ça aussi l'autre avantage d'être capable de les nourrir avec une grande variété d'aliments produits ici. C'est que je pense que la nature de la fiente va être différente aussi. Je parierais qu'elle va être plus intéressante. Pour ton pâturage? Oui. Puis c'est ça aussi, à la santé des animaux, la peur de la fiente qui est très forte chez le personnel inspectant et la plupart des citadins d'ailleurs, la peur de la marde, c'est lié au fait que souvent tu as affaire à des gens qui mangent très mal. Moi, la volaille que j'ai, puis que j'élève ici, si on faisait des analyses des fientes, je suis assez certain qu'on trouverait un profil de colis, de pathogènes très, très faible. Donc, parce que pour qu'il y ait une population de micro-organismes nocifs dans une fiente, là, il ne suffit pas que ça soit de la fiente. Il faut que l'animal soit malade. Donc, un animal en santé ne produit pas une fiente qui va rendre d'autres animaux malades, incluant eux-mêmes. C'est important de comprendre ça parce que toute la réglementation du règlement sur les exploitations agricoles là, qui est appliqué par le ministère de l'Environnement et non par le ministère de l'Agriculture. Les temps de repos pour les composts, pour l'application de lisier, puis tout ça, l'espèce de 3 mois, là, par exemple, dont il parle avant de pouvoir faire pousser quelque chose sur une parcelle où tu es épandu. C'est basé sur des profils, sur des analyses de fientes qui viennent de troupeaux extrêmement concentrés, qui sont stressés, qui vont avoir une alimentation productiviste industrielle. C'est des animaux qui sont vaccinés parce qu'ils sont en état d'immunosuppression quasi constante, parce que la lumière est tout le temps allumée, il n'y a pas nécessairement de soleil devant. Donc, tu sais, la production conventionnelle a ça, je pense, de problématique qu'on a affaire à des animaux qui sont un peu plus dans la tranche de, tu sais, comme quand ils disent le lait cru pour les personnes très jeunes ou immunodéprimées, très vieilles ou enceintes. Tu sais, c'est tout le temps ces gens-là qu'il ne faut pas qu'ils touchent au lait cru. Bien, j'ai l'impression que les animaux d'élevage intensif se rapprochent beaucoup plus de ces populations fragiles-là que ces oiseaux-là. Donc, tout ça pour dire que je ne vois pas comme une zone sinistrée, une zone sur laquelle j'ai des fientes d'animaux en santé ou sur laquelle j'épand mon compost après 6 mois ou 1 an. Là, bon, ben là, c'est autre chose complètement. Là. OK. OK. Alors, on va commencer par mettre la moulée. Puis ta mangeoire aussi, dans le fond, ça tourne, ça peut tout le temps tourner pour éviter que tes poulets ils grimpent dessus. Oui, quand tu es en forme, là. Ben, elle est en forme, tu es tombé sur une barre en forme. L'autre barre, je l'ai juste enlevée parce que j'étais tanné. Mais oui, absolument, c'est à ça que ça sert. Fait qu'en temps normal, là, le matin, je m'occupe des chèvres, de 3 cages à poulet, puis d'1 cage à poules en 40 minutes. OK. Fait que c'est le temps que ça prend pour
soigner sa protéine animale. Puis là, on est dans le pic. Parce que là, à chaque semaine qui passe, on abat. Éventuellement, il va y avoir 2 cages à gérer. Une cage à gérer. Tu sais, ça descend. Fait qu'ici, tu produis 100% de ta viande à peu près? Ben, c'est-à-dire que je produis 100% de la volaille que je consomme. Quand on a des chevreaux, ça fait une bonne partie de la viande rouge. Fait qu'on va acheter du bœuf puis du cochon là, dans les marchés publics. Pour diversifier un peu. Pour diversifier, exact. Mais les pâtes servent à faire de la soupe. Le foie, le cœur, ça me sert à faire soit de la mousse de foie ou des salades de foie cœur poêlé. Les gésiers, on les garde, on les confie. La chair, on mange surtout de la volaille entière, rôtie sur la broche. Mais des fois, je désosse pour faire un plat chinois dans le wok. La fameuse poitrine coupée en cubes. Et puis, c'est ça. Puis, la chèvre nous donne des quantités de lait importantes. Donc, on produit une centaine de crottins de chèvre au moins. On peut faire du yogourt. On fait du feta. Donc, au niveau de la protéine animale, puis les œufs. Évidemment, on mange des œufs à tous les jours. Oufi. Comme dirait Joel Salatin. I eat egg in the morning and at lunch and toutes les sortes d'œufs. Alors, a-t-on tout fait? Nous avons tout fait.